Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Bonjour, c'est Jean-Marc Prince au micro. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une archive sonore inédite de 2 heures. Il s'agit d'une émission spéciale présentée par Arti Parera le samedi 10 mars 1979 à Radio Andorre, à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de Claude François, décédé le 11 mars 1978. Alors nous devons cette archive sonore à Gérard Laurent, qui fut animateur à Radio Andorre à cette époque et qui a conservé précieusement 2 cassettes de cette émission. Avec l'animatrice Patricia, Gérard Laurent co-présentait cette émission avec Arti Parera, directeur des programmes de Radio Andorre. L'émission originale durait en fait 3 heures, hélas il nous manque 1 heure de cette émission. Mais l'extrait proposé nous permet néanmoins d'entendre les principaux grands succès de Claude François et aussi quelques titres moins connus. Elle nous permet aussi d'entendre les témoignages de proches collaborateurs de l'artiste, dont Dany, une ancienne Claudette, Annie, une des choristes de Clo-Clo, mais aussi un témoignage inédit de Michel Drucker, qui avait bien connu l'artiste et qui devait d'ailleurs réaliser une émission télévisée avec Claude François le jour même de sa mort, émission qui hélas ne sera donc jamais enregistrée. Ces témoignages n'occultent pas les rumeurs qui couraient sur Claude François, et notamment son caractère autoritaire et son comportement parfois peu respectueux envers ses collaborateurs, mais elle les relativise en les replaçant dans le contexte. Et ces témoignages ont tous un point commun, c'est qu'ils ne conservent finalement de Claude François que son génie, son talent, sa force de travail, sa passion pour ce qu'il faisait. Et tout cela éclipse les mauvais côtés du personnage. Alors cette émission fut enregistrée donc en 1979, mais dans un des studios de RTL, qui était mis gratuitement à la disposition de Radio Andorre pour la plupart des émissions d'Arti Parera, et en particulier notamment pour les interviews des artistes, ce que tout le monde ignorait à l'époque. Gérard Laurent nous a fait le plaisir de nous transmettre cette archive totalement inédite sur Claude François. On peut y entendre aussi de larges extraits d'interviews que Claude François avait accordées à Radio Andorre lors d'une émission Contact, présentée aussi par Arti Parera. Alors les cassettes audio ont un inconvénient, c'est qu'elles vieillissent assez mal, surtout au bout de 40 ans, mais comme d'habitude, nous l'avons confié aux mains expertes de Christian Melling, qui arrive à faire des miracles pour récupérer ces vieilles archives, et vous allez constater que le son restitué est exceptionnel. Un vrai son de studio, comme si l'émission avait été réalisée hier. Donc bravo à Christian, et merci encore. Alors je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, et je vous propose donc d'écouter cette émission Feu vert spécial Claude François, diffusée le 10 mars 1979 sur les ondes de Radio Andorre et présentée donc par Arti Parera, Gérard Laurent et Patricia. Bonne écoute et à bientôt. 11 mars 1978, il y a 1 an, et c'était la première fois que dans l'histoire des variétés, dans l'histoire du yéyé et dans l'histoire de la musique, du 45 ou du 33 tours, c'est la première fois, disais-je, qu'une idole s'en allait. Une idole en pleine gloire, une idole qui en était à son énième 45 tours et à son énième succès par conséquent, parce que concernant Claude François, les 45 tours et les tubes, c'était presque un pléonasme. Alors on va pas faire une émission commémo, comme on dit dans le jargon journalistique. On ne va pas sortir la bonne vieille nécro des familles et puis vous dire que Claude François c'était le meilleur, que c'était lui qui avait fait le plus ceci et le plus cela. On a réuni simplement autour du micro de Radio Andorre en cet après-midi
presque printanier, des gens qui l'ont connu, des gens qui ont travaillé avec lui, des gens qui l'ont écouté, puis des gens tout simplement qui aiment ou qui ont aimé, mais dans son cas c'est la même chose, de parler au présent à l'imparfait, des gens qui aiment donc ou qui ont aimé ses chansons et qui les chantent toujours avec le même cœur, la même sincérité. Vous savez comme moi que le cœur et la sincérité quand ils sont présents, ça vous donne ce petit quelque chose qu'on appelle aussi le talent. Alors, nous avons Gérard, Laurent et Patricia, les animateurs habituels de Feu Vert, et puis on commence tout de suite par Claude François, on parle du sommaire. Après Claude François, cette année-là. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. C'était 4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quelle joie d'être l'idole des jeunes. Pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Adieu à Marilyn au cœur d'or, tandis que West Side battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. C'était l'année 62, l'année de Belle, 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 qui fut le premier grand succès de Claude François. Alors on va rester ensemble jusqu'à 6h30, 18h30 pour les chefs de gare. Et au cours de cet après-midi radiophonique, mais cet après-midi relax, tranquille, parce que c'est dimanche, il ne faut pas oublier non plus ceux qui roulent et ceux qui se rendent de leur lieu de week-end à leur lieu de travail pour demain matin. Et bien au cours de cet après-midi, on va parler de Claude, on va écouter beaucoup de chansons aussi. Et puis, il y a un détail plus particulier qu'on appelle sommaire quand on est bien organisé. Gérard va vous dire. Alors ? Oui, il ne faut pas oublier que Feu Vert est une émission qui, d'habitude, donne la place aux jeunes. Et on n'a pas voulu oublier cette note importante, surtout que Claude François a lancé de nombreux jeunes. Alors nous avons demandé à ceux qui ont déjà participé au Feu Vert précédent, ceux qui y participeront, s'ils voulaient bien venir chanter des chansons de Claude François, tout à fait à leur manière, avec une guitare. Et ils ont été nombreux à accepter. Nous aurons l'occasion donc de les rencontrer tout au long de l'après-midi. Toujours dans ce sommaire, on pourra aussi évoquer le concours qui permettra à 2 auditeurs ou auditrices de Radio Andorre de gagner 2 collections des disques
disques de Claude François. Oui, ce sont des coffrets dans lesquels il y a toutes les chansons de Claude. Exactement. Et puis Patricia peut te parler d'une autre partie de ce sommaire. Et oui, une partie plutôt interview, quoi. C'est ce que pense Monsieur Tout le Monde de Claude François et des Claudettes, parce qu'il se pose énormément de questions autour des Claudettes. Moi, je m'en pose plein aussi. Je pourrais poser une question aux Claudettes. Oui, Tu pourras. Tu pourras. N'oublie pas que, comme tu l'as dit, nous sommes le dimanche et qu'il est à peine 15h35. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui se passe à 15h35 ? 15h35, eh bien, je crois qu'on peut présenter l'une de nos premières invitées. Elle ne sera pas la seule. Nous aurons l'occasion de parler de Claude François avec Sheila, Michel Drucker, Vline Buggy, avec d'autres personnes, Paul Lederman et Scarlett, entre autres. Les Gams aussi. Les Gams seront la là. personne d'Annie Marquand. D'accord. Nous aurons soliste. aussi l'occasion d'évoquer donc les Claudettes avec Dany qui nous rejoignent. Et puis nous avons à ce micro, au micro de Radio Andorre, Geneviève Leroy, qui est rédactrice en chef du journal Podium. Oui. C'est un journal mensuel que Claude avait lancé en 1972, je crois. C'est ça, c'est un mensuel qu'il avait racheté en 1972, mais qui à l'époque était un petit journal. Attendez, je vais essayer de sortir de ma culture, vous permettez ? Claude François, se trouvant en voyage à Toulouse, Voilà. avait remarqué un journal local à l'occasion d'une interview, et puis il avait dit, mais ce journal, faut pas le faire comme ça. Moi, si vous me laissez faire, je vais en faire autre chose. Il l'a racheté, il en a fait Podium, c'est ça ? C'était déjà Podium, mais en fait, il en a fait... Il en a fait Podium, entre guillemets. Le Podium que maintenant beaucoup de gens connaissent. Alors, Geneviève Leroy, si je vous dis « ouah », vous me dites... Je lis Podium. Très bien. Comment est venue ces expressions, elles sont venues comment ? Elles sont venues tout droit de Claude, qui était très pour ces expressions à l'américaine, avec... c'est lui qui a voulu que Podium soit le reflet d'un langage, dit langage Podium, avec des expressions les faves, jeunes et familier. très particulières, voilà. Les faves. De manière à ce que justement les lecteurs puissent un petit peu se reconnaître entre eux au moyen de ces expressions, un peu la famille Podium. Il est à l'origine aussi d'un système de couverture qui est maintenant reproduit de partout, enfin dans les magazines pour jeunes. Oui, Il s'agit des couvertures bariolées avec plein de chanteurs. Couverture composée, disons. Composées. Bariolée n'est peut-être pas le terme, mais... Gérard Laurent a très peu fait d'études. On dirait la construction d'une bande dessinée d'ailleurs, c'est Quelquefois. d'une plage, une bande dessinée. Patricia. Oui, enfin c'est le système, évidemment, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de photos, beaucoup de titres, il y a C'est-à-dire beaucoup de choses. Autant de Salut les copains, il y avait, enfin du journal, je parle Salut les copains, il y avait la photo d'une vedette et puis un point c'est tout. Ah un oui, bref sommaire à effectivement, côté. Podium a innové dans un domaine qui était celui de ne pas choisir une vedette, mais en fait de donner sur la couverture presque le sommaire entier du journal. J'ai lu avant de venir un bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois, écrit par une fan, Myriam. Elle explique un peu comment se passe une journée au boulevard Exelmans, là où se trouvaient les locaux de Podium et de l'entreprise Claude François. Et elle raconte comment Claude François choisissait celui ou celle qui aurait la couverture. Et c'est vraiment une chose à laquelle on ne s'attend pas, je veux dire. Parce que c'est vraiment le public qui décide si telle ou telle personne sera sur la pochette. Oui, il faudrait peut-être que vous me rappeliez comment elle explique ça, parce que Mais tout ça, c'est peut-être Gérard pas... a retrouvé sa page, tu as le C'est bouquin. peut-être pas j'ai le vraiment bouquin devant refait, moi. oui. Elle explique ça tout simplement. Elle arrivait le matin au bureau à 9h, elle dépouillait. Oui. Les lecteurs Oui. réclamaient des vedettes. Alors elle mettait, je sais pas, Sheila, Claude François, Michel Delpech. Ah oui, c'est-à-dire que là, elle vous Et explique... paf, il choisissait Claude François. Elle vous explique un système de sondage permanent, effectivement, qu'on a toujours pratiqué à travers Podium, qui est, au hasard de concours qui émaillent le journal, de demander effectivement aux lecteurs un petit peu leur choix de vedettes, de rubriques, Et je n'ai pas la page exacte, Artie, mais ce dont je me rappelle très bien, c'est que Claude François avait fait cette réflexion et il lui avait dit « Mais comment ça se fait que je suis toujours premier et tu triches ?» Parce que Myriam est une Tu femme. vois, hein. Et alors elle, toute timide, répondait « Non, il est normal, il est même certain que tous ceux qui achètent Podium sont des fans de Claude François au départ. » Oui. Au départ, sûrement, oui. Geneviève, moi je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'un journal dirigé par une vedette de la chanson, on parlait de Podium et vous êtes bien placé pour en savoir, mais on pourrait tout aussi bien parler de MS Magazine, est viable à long terme? Bon, Podium a marché, marche encore. Est-ce que ce n'est pas une exception? Si, je pense que c'est une exception si on considère évidemment le journal comme vraiment le journal d'une vedette. Je pense que Podium très vite a dépassé ce stade.
Donc c'est pour ça que je vous disais, si au départ ce sont les fans de Claude François qui ont acheté le journal, je pense que très très vite c'est devenu un journal acheté par tous les jeunes, enfin au même titre qu'un autre journal de jeunes. Et je crois qu'au contraire, vouloir garder au journal le côté vraiment journal d'une vedette et presque fan club, c'est mauvais. Je pense que c'est mauvais, ça limite forcément quand même Du reste, après la création du journal, il a purement et simplement annulé son fan club. Oui, je ne sais pas si ça avait un lien direct. Ben, c'est contradictoire avec ce que vient de dire Geneviève. Parce que ça tendrait à prouver que Podium serait suffisait devenu... comme fan club. Non, Oui. c'était Alors que Podium... C'est le hasard alors. Oui, tout à fait. C'est le hasard. Le Podium tendait à une plus grande audience que celle du fan club. C'est ça que vous voulez dire. Absolument, oui. Ouais. Je crois que les chiffres de diffusion le prouvent parce que... S'intéresser personnellement à la confection du journal ou bien... Ah oui, bien sûr. Personnellement. Oui, enfin dans la mesure où il avait le temps, parce qu'il faisait beaucoup d'autres choses quand même. Tout sur le magnétophone? Vous voulez parler des fameuses petites notes de service? Beaucoup sur magnétophone, mais c'est pas parce que c'était une manie, simplement parce qu'il travaillait à des heures où les gens n'étaient pas forcément au bureau, parce que c'était souvent très très tard dans la nuit. Donc il trouvait pratique de confier ses idées à un petit magnétophone, effectivement. On peut peut-être écouter un disque, Gérard, non? On va choisir Alexandrie, Alexandra. C'est la chanson qui ouvre le nouveau spectacle des Claudettes. Et nous parlerons des Claudettes avec Dany qui est ici. Alexandrie, Alexandra. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des draps. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse. Sur les filles et barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie
sur le fil, barque sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Allez, danse, putain. Alexandrie, Alexandra, c'est le disque qui est sorti après la mort de Claude François Gérard. Oui, c'était plutôt une chanson extraite de l'album qu'il avait enregistré aux alentours du mois de novembre 77. Et puis le 45 tours est sorti après. J'ai vu, la date exacte, je ne m'en rappelle pas, votre premier spectacle, je parle à Dany, l'une des Claudettes, une grande brune, à Buchy en Normandie, vous vous rappelez? Et c'est la chanson qui ouvre le spectacle. Oui, oui. Des Claudettes associées, c'est comme ça? Oui, ça s'appelle les Claudettes associées. Ça ne veut pas dire grand-chose en fait. C'était parce qu'au départ, on avait l'intention de monter une société Claudette, ce qui n'a jamais été fait. D'accord. Et pourquoi ça n'a jamais... Pardon? Non, je voulais ça. Merci Patricia. Pourquoi ça n'a jamais été fait, Dany? Parce qu'au départ, on voulait tout faire tout seul, se débrouiller tout seul. On voulait que tout soit fait uniquement dans le circuit Claudette. Et puis en fait, c'est ce qu'on a fait pour le spectacle. Mais maintenant qu'on regarde du côté du disque, on s'aperçoit qu'il faut qu'on s'adresse à d'autres personnes. C'est-à-dire Eh bien, à des gens qui vont nous trouver des musiques, des chansons, qui vont s'occuper de tout ce qui se fait après. Vous avez été Claudette combien de temps, vous? 4 ans. 4 ans. Il avait mauvais caractère? Non, pas mauvais caractère, non. Pas mauvais caractère, il était très... Exigeant? Très exigeant dans le travail, je pense qu'il avait raison, absolument. Très exigeant dans le travail. Écoute, avant d'aller plus loin... Bon, je suis allée dans la rue avec un magnétophone et un micro et j'ai voulu savoir ce que Monsieur Tout-le-Monde pensait de vous, les Claudettes, et puis de Claude François. Voilà donc la question. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, on fait un spectacle à nous toutes seules, qu'on a monté toutes seules et puis dont on s'est occupé. Mais vous avez pas, au début, vous n'étiez pas danseuse? Si, il y en avait qui étaient danseuses, d'autres non. Je pense que tu n'as pas lu dans un journal qu'elle recrutait... À la manière dont on recrutait les Claudettes? Oui. Oui, moi, Agence de mannequins, c'est ça? J'ai voulu un peu jouer le rôle de l'auditeur dans l'émission, c'est-à-dire me poser des questions qu'on peut se poser à travers tout ce qu'on a pu lire, parce qu'il y a eu des montagnes de lignes. Et le journal que je lisais m'indiquait, Claude François recrute les Claudettes dans son agence de mannequins. Physiquement, elles ont toutes un certain moule. Il faut qu'elles aient une résistance capable de rivaliser avec la mienne, disait-il. C'est ça? Ça, c'est vrai, il fallait qu'elles aient beaucoup de résistance, mais il ne les recrutait pas dans son agence de mannequins. Alors, parce qu'en général, il y a très très peu de mannequins qui peuvent danser et avoir la force physique que Claude avait. Non, on recrutait les filles. Enfin, il n'y avait pas de critères spéciaux, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas de très bonnes danseuses. C'était surtout une question de physique, avant tout pour Claude. Mais il n'y avait rien de déterminé, je veux dire... Tout le monde a dit qu'il aimait que les blondes. Or, dans les Claudettes, il y a toujours eu des brunes, il y a eu des noirs, il y a eu des asiatiques. Il essayait à travers les Claudettes, de représenter tous les types de femmes qui pouvaient plaire. Bien, qu'est-ce que vous avez retenu de ce Bobino? Ce que j'ai retenu, c'est que... Enfin, de toute façon, je ne m'attendais pas à autre chose. C'est à peu près le genre de réponses que les gens donnent quand on les interroge, mais c'est pas toujours le reflet de ce qu'ils pensent vraiment. Exactement, je crois. Oui, je pense qu'il y a aussi un snobisme de dire j'aime pas Claude François, j'aime pas Sheila, mais c'est les premiers à aller acheter un disque de Claude. Absolument. C'est une chose qui est fantastique. C'est les premiers à regarder la télévision dès qu'il y a Claude et des Claudettes qui passent. Bon, écoutez, c'est pas le tout ça, on parle et pendant ce temps-là, le ménage se fait pas, on va arriver à Seiko, et si on veut écouter une petite chanson tranquille, il faut qu'on y aille les enfants, allons-y. Ça, c'est J'y pense et puis j'oublie, c'est sorti en juin 1964. Ça a été d'ailleurs le tube de cette année-là. Les gens lui demandaient... Tout le monde me demande si je t'aime encore et si je pense encore à toi. Il me demande de parler de mon cœur, c'est triste depuis de longs mois. Je mens un petit peu et je dis fièrement... Cette histoire est finie,
Mais je dois avouer que certains soirs peut-être, parfois j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. Tout le monde me demande si j'ai pleuré et si je pleure encore pour toi. Mais s'ils me le demandent, c'est tout simplement pour pouvoir rire de moi. Si je mens un petit peu, je dis fièrement, je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est tout juste si les yeux me picotent un peu lorsque j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Mais j'y pense beaucoup plus que je n'oublie. Car tout au fond de moi, je sens que cet amour, j'y penserai toujours. J'y penserai toujours. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Bien, nous nous retrouvons pour la suite de cette émission qui est consacrée à Claude François. Alors moi, Claude François, je le connaissais un peu parce que je l'avais interviewé à 2 ou 3 reprises dans ma longue carrière. La dernière fois que je l'avais rencontré, c'était en août. Il était de passage à Canet-Plage et après son spectacle, eh bien, il était allé dîner au casino au-dessus du Tiffany's, pour ceux qui connaissent Canet-Plage. Et jusqu'à 5h30 du matin, j'avais attendu mon interview. Faut dire que Claude François était un peu fâché avec Radio Andorre. Il n'est pas très content parce que l'année précédente, il n'avait pas eu au hit parade la place qu'il aurait voulu et qu'il estimait devoir y tenir. Alors il était un peu fâché contre cette station. Moi je n'étais pas très au courant, sinon je ne serais peut-être pas lancé là-dedans. Un tout petit peu quand même. Oui. Le coup de téléphone. Oui, bon. Quel coup de téléphone? Non, faut préciser. Faut pas faire de sous-entendu à la radio. Quel non, coup de téléphone? J'étais là, donc je peux en parler si tu veux. Oui. On connaissait parfaitement le problème qu'il y avait eu entre Radio Andorre et Claude François. Et Arty, un samedi soir, a pris le téléphone. Et après le turbin. Après le turbin en plus, c'est vrai. Donc a parlé à Claude, lui a expliqué ce qu'il voulait faire, pourquoi il voulait le faire. Une explication sincère, je crois. Et Claude François lui a dit oui tout de suite après. Oui. Et on s'est donc rencontrés à 5h30 après une nuit d'attente. Et Claude François faisait partie de ces personnages qui, même s'ils s'en défendent et même s'ils ne le veulent pas, sont quand même des stars. Ne serait-ce que par l'attitude absolument ahurissante et il faut bien dire dégoûtante de tous les gens qui entourent les vedettes de ce style. Il y avait une cour. Ah, ce que t'as été bon, Claude, t'as été extraordinaire. Alors Claude, qui estimait que ce soir-là, il n'avait pas donné le meilleur de lui-même, disait mais non, j'ai pas été très bon. Et les autres le rétorquaient, mais si, mais t'as été très bon, passe-moi donc le sel. Parce que ça se passait à table. Oui, c'est vrai. Bon, à 5h30 du matin, donc, il m'avait
accordé cette interview, on avait mis le magnéto en marche, et puis je lui ai parlé entre autres de sa première émission de radio. Vous savez que la première émission de radio, il l'avait faite pour Radio Luxembourg, et une émission qui s'appelait Les Ailes de la chanson, qui était présentée tous les samedis par Jacques Garnier, et la vedette qui l'avait parrainée ce jour-là pour cette émission, c'était Dalida, et Claude était venu pour présenter ce petit 45 tours dans lequel il y avait Belle, Belle, Belle. Alors, je lui ai demandé simplement s'il avait, comme il l'avait promis ce jour-là, écrit des chansons pour Dalida. Vous savez qu'on est extrêmement, en général, comment dirais-je, avare de ses œuvres, et quand les rares fois il nous arrive d'écrire des chansons, on se les garde pour soi. Parce qu'on n'écrit pas des chansons tous les jours, et chaque fois qu'il m'est arrivé d'avoir la joie d'écrire une chanson, je l'ai gardée pour moi. Mais l'inspiration tout de même, c'est pas rare chez vous? Oh si, c'est rare l'inspiration. Je crois que d'une façon générale, c'est rare pour tout le monde. Je crois pas qu'on puisse avoir une inspiration débordante en général. Depuis bon nombre d'années, vous n'êtes pas à court. Aussi, parce que les années passent et les occasions de prouver qu'on a des inspirations passent en même temps. Je crois que c'est difficile de pouvoir... je suis sincère, là. Il me serait facile de dire, oh si, j'écris pour Pierre-Paul et Jacques, mais je crois que pour Pierre-Paul et Jacques en question, il est facile d'avoir de l'inspiration, mais difficile d'avoir un nombre d'inspirations nécessaires pour pouvoir combler les uns et les autres. L'inspiration, comment la définiriez-vous? Oh. Qu'est-ce que c'est, l'inspiration? Je crois qu'avant tout, c'est un état d'âme. Je veux dire, au départ, si on a une situation bien précise qui fait qu'on peut ressentir telle ou telle chose, ça s'appelle l'inspiration. Ensuite, que ça puisse transmettre et développer une musique quelconque en ce qui concerne un compositeur ou une œuvre en ce qui concerne un écrivain ou autre, ça doit être quelque chose de différent. Mais j'ai l'inspiration au hasard d'une extrême, c'est-à-dire soit le fait de composer en ce qui me concerne, ou soit le fait d'écrire en ce qui concerne un écrivain. Je ne peux pas dire que je puisse, à chaque fois que je me retrouve dans une situation extrémiste, composer ou écrire à chaque fois. Je crois que c'est très compliqué. En 77, est-ce que vous avez encore le temps d'être seul? Je n'ai pas le temps d'être seul, mais si on me laissait seul, ça me ferait plaisir d'être seul. Vous êtes trop entouré? Je ne sais pas si je suis trop entouré, mais je sais que si j'étais moins entouré, ça me ferait plaisir. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, face à face? Pas avec moi-même, mais avec mes obligations et mes responsabilités. Si j'étais seul, je regarderais les choses en face et je me permettrais de retrouver telle ou telle obligation et je serais relativement content. Je veux dire, si on me laissait un petit peu de temps, ça me ferait plaisir. Le Claude François de 62 vous manque? Je veux dire, sans être raison. sans faire de la nostalgie, bien sûr. Hein, non, vous avez raison. Le Claude François de 62, c'est-à-dire celui qui est l'insouciant, disons, me manque. L'ex-Coco, parce que vous n'êtes plus l'ex-Coco maintenant. Hein? Non, Coco, c'était avant 62. Oui, c'était Alibaba Twist. Voilà, ouais. C'était juste avant 62. C'était avant 62, ça. Oui, c'était avant 62. Vous chantiez sous le nom de Coco. Non, c'est-à-dire qu'on a commencé par vendre de disques sous le nom de Coco, ça n'a pas marché. On a rajouté mon nom Claude François, ça marchait un petit peu plus au hasard de Dieu, ça ne sait quelle évidence, mais ça ne représentait rien. Et puis, soudain, un jour, on a dit, il faut que tu fasses un disque sous ton nom propre et sans prendre de tangente nominale. Je veux dire, non, mais de tangente discutable. Alors, je me suis retrouvé face à mon nom, Claude François, j'ai fait une chanson qui s'intitulait Belle, 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 et ça a vendu. Ouais. Je ne sais pas si c'est mon nom, ou si c'est la chanson, ou si c'est l'âme que j'avais dans cette chanson, mais le fait est là. Parce que c'était frais, puis qu'on avait besoin de fraîcheur à l'époque, sans doute, non? Oh, sûrement, c'était une forme de fraîcheur. Sûrement, oui. Alors j'en reviens, j'ai acheté le disque, alors je vais vous lire. Alors j'en reviens à ma question du début. Le Claude François de 62, vous manque-t-il? Parce qu'on ne m'avait pas répondu, quand même. Ça me manque, 62, 63, 64, 65, 66... Non, mais l'homme que vous oh, c'était le même, c'était le même. Je fais une double réponse en même temps, comme ça fournit la réponse en question. L'homme de 62 à 65, car c'était pratiquement le même, me manque, parce qu'il y avait une forme d'insouciance. J'ai un ami à moi qui s'appelle Lino, à côté de moi, qui a une responsabilité précise, dont je parle à chaque fois, et je dis que l'insouciance de ces années-là, Claude Coeffec doit savoir de quoi je parle. Claude Coeffec, de l'Indépendant de Perpignan. Oui,
Claude Coeffec de l'Intendant de Perpignan, qui est un ami très intime à moi et qui est un homme qui, pour moi, représente au-delà du fait d'être journaliste ou peu importe, il pourrait être pêcheur, ça ne changerait pas le problème. Il a une visualité, il a une façon de voir les choses telle que chaque fois, c'est un visionnaire. Il a aussi une façon de vous engueuler assez particulière, je crois. Oui, non, mais c'est son droit, peu importe. De toute façon, j'aime bien les gens qui m'engueulent dans la mesure où ça sort du cœur et en général, ça me touche toujours. Ces gens-là me disent les vérités et les vérités me touchent de façon à pouvoir m'obliger, si j'ose dire, à faire le point. Et quand je fais le point, je réalise la chose. Alors, vous me posez cette question, je repense à Claude d'une façon indirecte et je me dis que, effectivement, entre 62, le départ, et 64, 65, où j'étais moi-même, c'était une merveille de vérité, car je n'avais qu'une obligation, tu t'en souviens, Claude, c'était mon tour de chant, c'était mes chansons, c'était mon système. Et quand j'ai essayé de faire d'autres systèmes pour le bien, et je le précise tout de suite, de ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire le développement de mon système, j'ai subi le contre-coup de ce que j'ai pu faire d'autres pour la sauvegarde de l'indépendance de ma chanson et de mon univers musical. Et maintenant, j'ai l'impression qu'au hasard des années que j'ai pu subir, grâce à cela, je peux me permettre de faire de la chanson sans m'obliger à faire de la chanson pour comment dirais-je, pour les fins de mois difficiles. C'est-à-dire que, je prends un exemple type, et je n'ai pensé qu'à lui en faisant cela. Quand il y a quelques années, je me suis posé la question, j'ai réalisé que Sinatra, par exemple, pour un exemple symbolique type, Sinatra était chanteur et parallèlement au fait d'être chanteur, il était propriétaire d'une usine de pièces détachées pour missiles, il était propriétaire d'une maison de disques, il était propriétaire d'une édition, etc. Bref, il avait des ressources telles qu'il pouvait se permettre de naître et de ne se réserver que comme chanteur au hasard d'une non-rentabilité du système. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire dans ce sens-là tout ce que je pouvais dans mes moyens, et j'ai l'impression que j'y suis arrivé. C'est-à-dire que tout peut m'arriver. Je peux gagner plus ou moins de l'argent et je peux plus ou moins entretenir mon système. Si jamais je ne gagne pas assez en tant que chanteur, je chanterai en tant que chanteur sans obligation négative pour le système. Autrement dit, si vous étiez allé à Monte-Carlo, si vous n'étiez pas allé à Monte-Carlo et que vous soyez allé aux États-Unis, comme une déclaration que l'on vous prête le dit, vous auriez peut-être fait la même carrière que Sinatra, c'est ce que vous voulez dire? C'est peut-être la chose la plus importante de mes 15 dernières années. Non, c'est vrai, c'est important pour moi ça. Si en 57, j'avais demandé à l'ambassade des États-Unis, non, au consulat des États-Unis à Nice, car il n'y a pas d'ambassade à Nice, restons précis, au consulat des États-Unis à Nice, j'avais demandé la possibilité de partir aux États-Unis. Si j'avais pu obtenir, je l'ai obtenu, le fait de pouvoir partir aux États-Unis et de devenir barman ou autre chose, je dis barman parce que c'est ce que j'avais demandé, je serais parti dans ces systèmes-là, j'aurais subi le fait d'être barman, balayeur, tout ce qu'on voulait, ça ne me dérangeait pas, et j'aurais appris mon métier en même temps, et j'aurais pu exercer ou, disons, développer ou offrir mon système dans la langue anglaise. Vous savez qu'il y a quelques 150 ans, si mes souvenirs sont exacts, on avait... Vous ne les faites pas. Je ne parle pas de ces souvenirs-là, je parle de d'autres. Ah bon. Il y a 150 ans, on avait proposé, au hasard du système américain, on avait proposé la langue du pays, entre la langue française et la langue anglaise. Ouais. La langue anglaise avait gagné par 51 contre 49. Il ne s'agit pas de moi, mais de la langue anglaise. Et ça me rappelle un autre pourcentage aussi. Oui, il y en a toujours beaucoup dans ce système-là. C'est en général les meilleurs. Oui. Et les fourchettes étroites sont significatives. Sont productives, sont énergétiques en général. Et en l'occurrence, la langue anglaise avait gagné en Amérique contre la langue française. Et au hasard de ce système-là, si j'avais pu réussir à partir dans ce pays et apprendre cette langue anglaise, j'aurais réussi à exercer, à développer et à offrir en tout cas mes chansons, mon univers artistique, avec le plaisir que vous pouvez imaginer si vous vous mettez à ma place. Il vous eût fallu plus d'espace, en fait. Non, c'est la même chose, malheureusement. Il faut quelques pistes d'enregistrement et une réduction d'une seule piste pour offrir à travers une forme de radio, qu'il y en ait 16 000, ce qui est le cas aux États-Unis ou une dizaine en France, ça revient au même, il faut quelques radios pour cela. On va parler de la radio après, mais d'abord on va écouter un autre 45 tours de ces années-là. Ça marche tout droit.
Cette fille-là fait celui qui la voit pas. Marche tout droit. Cette fille-là fait celui que ça laisse froid. C'est le genre de fille à qui tout le monde fait la cour. Toi ne lui tourne pas autour. Marche tout droit. Cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Marche tout droit. Cette fille-là, ne la regarde surtout pas. Marche tout droit. Cette fille-là te ferait perdre ton sang-froid. Elle est bien trop mignonne pour t'y risquer. Tu pourrais pas résister. Marche tout droit. Cette fille-là, elle est vraiment faite pour toi. Marche tout droit, cette fille-là, je suis sûr que tu l'auras. Marche tout droit, mais quand tu l'auras. On retrouvera Claude François bien sûr tout au long de l'après-midi et dans ce qu'il m'avait dit, dans quelques-uns des extraits de cette interview, de l'émission qui s'appelle Contact. Mais on reprend le cours normal de notre émission avec des invités, puis avec toutes les rubriques qui vous avaient été annoncées tout à l'heure. Alors Gérard, c'est quoi maintenant ? Oui, tout à l'heure, nous disions avec Dany ce qu'étaient les Claudettes maintenant. Ce qu'on aimerait savoir, nous, c'est ce que devient Podium sans Claude François. Qui forme l'équipe qui produit le journal? Comment ça se passe? Eh bien, l'équipe est exactement la même que celle du temps de Claude François. Le journal, je crois, est resté tout à fait dans la lignée qui avait été définie par Claude. Simplement, la société a été rachetée par Claude Carrère. Mais nous avons toute l'attitude de faire le journal dans l'esprit qui était celui de Claude, qui restera le fondateur de Podium. D'accord. Il y a une question que j'aimerais poser à tous mes invités, cet après-midi, à tous nos invités. Elle m'est venue en lisant encore un bouquin signé Francis Jouffa, Idol Story. C'est François Jouffa. François Jouffa, Idol Story, excuse me. Il donne la recette, selon lui, du succès de Claude François. Alors j'aimerais que vous me disiez si ce qu'il dit correspond vraiment à ce que vous pensez. Beaucoup de travail, une ligne mélodique facile à retenir, des textes gentillés qui retracent un épisode de sa vie. D'une manière générale, bien sûr, à part des exceptions. Oui, je pense que c'est pas faux. D'ailleurs, Claude lui-même le disait. Il avait choisi une voix populaire, pas du tout au sens péjoratif, au contraire, mais grand public. Et il pensait qu'une chanson, c'était avant tout une mélodie qu'on retient, effectivement. Un texte facile pour ne pas donner à penser. Enfin, il pensait surtout que c'était pas son genre de choisir la chanson trop intellectuelle. Qui en général est un petit peu au détriment de la mélodie. Lui, une chanson, c'était avant tout la mélodie. Et effectivement, il aimait bien raconter un épisode de sa vie ou quelque chose qui le touchait particulièrement dans ses chansons. D'ailleurs, il était en général à l'origine, même si c'est pas lui qui écrivait totalement les paroles, il était à l'origine de l'idée du texte, toujours. Ouais. Dany ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est parfait. Alors donc, quand on dit qu'il n'y a pas de recette pour faire un succès, on vous démentait un peu alors? Je crois que c'est pas une recette. Oui, c'est pas vraiment une recette en fait. Ah, moi, ce serait trop facile. C'est pas une recette. Disons que c'était un choix qu'il avait fait pour ses chansons. Le Mal-Aimé, vous savez comment elle s'est... Ah oui, tout à fait. Tout à fait, je pourrais vous raconter. C'était à la fin d'un gala qui se passait, si mes souvenirs sont exacts, à Bandol, à côté de Toulon, enfin entre Toulon et Marseille. Et un gala qui n'avait pas marché à ses yeux, je le précise. Ce qui était, très souvent, ça n'était pas du tout en accord avec la réaction du public. Lui considérait, enfin Dany vous l'expliquera mieux que moi, considérait parfois à la fin d'un gala que ça n'avait pas bien marché, alors que le public avait applaudi, s'était déchaîné. Lui n'était pas content et était pris soudain d'une grande crise de cafard, il faut le dire, de doute, de remise en question. Et le Mal-Aimé est né comme ça. Qu'est-ce qu'il attendait du public ? Mais il attendait qu'on lui rende hommage, ce qui est normal, parce qu'il attendait que le public soit content et que donc il leur ait donné ce qu'il comptait leur donner. Mais en fait, l'hommage du public ne lui suffisait pas, parce que certains soirs, il considérait que lui
que ce soit de sa faute ou de celle de ceux qui l'entouraient, n'avait pas pu donner exactement ce qu'il voulait donner. Ça, c'était son côté perfectionniste. En fait, il y avait des choses que le public ne voyait pas ou n'entendait pas et que lui entendait particulièrement. Et pour lui, tout le spectacle était fichu en l'air alors que... Il avait une définition bien personnelle de la perfection. Il disait la perfection, c'est réussir quelque chose de difficile avec le sourire. Il était toujours perfectionniste? Ah oui, oui. Oui, mais oui. Oui, avec le sourire, peut-être pas, oui. Je crois que c'est un peu incompatible quand ils ont écrit ça pour faire joli, je crois. Oui, il était tellement perfectionniste que le sourire venait après, quand il avait conscience d'être arrivé à la perfection. Non, mais quand il disait ça, attention, quand il disait la perfection, c'est réussir quelque chose de difficile avec le sourire, c'est-à-dire quand vous chantez dans une émission de télévision, ce que vous faites au niveau danse, au niveau chorégraphique est parfait, et vous le faites avec le sourire, et on ne pense pas, on n'imagine pas tout le travail que ça a dû supporter. C'est ce qu'il voulait dire là. Si c'est ça, oui alors, complètement. Bon, complètement. Oui, la chanson Toi et le soleil, vous savez comment elle est née? Non, pas celle-là. Ah ouais. C'est la spécialiste des naissances. Non, c'est pas pour ça. Tout à l'heure, le mal-aimé, c'est parce que c'est une des chansons. Le vol du bourdon, Gérard. Tu sais comment ça... Alors, mon petit Artie, veux-tu savoir pourquoi j'ai demandé à Geneviève Leroy et Dany comment était né Toi et le soleil? Non. Tout simplement parce que l'un de nos invités... Non. Tout simplement parce que l'un de nos invités a choisi cette chanson, qui est l'adaptation française d'un succès de Ray Charles, I Can See Clearly Now, et que cet invité, c'est Christian Armanet qui chante en direct pour nous, pour Radio Andorre, pour Claude François. Christian Armanet. Nous n'aurons plus jamais un jour de pluie. Tous les nuages se sont dissipés. Il faut me croire encore quand je te dis, je ne vois plus que toi, 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 toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, 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 toi et le soleil. Nous avons passé le temps des yeux rougis, et tout le mal, nous l'avons oublié. Un arc-en-ciel a réfléchi ma nuit. Je ne vois plus que toi, 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 toi et le soleil. Hier encore, dans mon cœur, j'avais froid. Hier encore, je vivais sans toi. Nous n'aurons plus jamais un seul jour de pluie. Oui, tous les nuages se sont dissipés. Il faut me croire encore quand je te dis, je ne vois plus que toi, 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 toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, 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 toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, toi, toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, 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 toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, 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 toi et le soleil. On Toi et le demander soleil. à Christian... Pardon, excuse-moi, vas-y. Je voulais demander aux Claudettes justement si cette chanson fait partie de leur spectacle. Non. Pas du tout, Non, parce non, que non. je vois que tu chantais en même temps. Non, non, c'est pour le souvenir que je chantais, non, non. On peut demander à Christian pourquoi il a choisi Toi et le soleil? C'est difficile à dire, c'est-à-dire que je trouve que c'est une chanson gay. Et pour parler de Clo-Clo, parce que moi j'appelle Clo-Clo, je trouvais qu'il fallait chanter une chanson très gaie. Et pour moi, c'est une chanson gaie parce que le soleil, c'est très gai, c'est la vie. Ça représente la plage et ça représente aussi un peu mon pays, puisque je suis du Midi. Ouais. Et ça s'entend. D'autre part, c'est une chose qu'il adorait, le soleil. Sûrement. Et le Midi dont tu parles, c'est Marseille. Et il adorait se produire à Marseille. C'était l'une de ses villes. Oui. Chouchou. Oui, oui. Voilà. Bien, on va peut-être écouter une chanson de Claude par Claude maintenant.
Oui, histoire de marquer une pause, comme l'on dit. Marquons la pause, Marquons-la, oui. Avec un titre qui va arriver tout de suite. Le voilà, ça y est. Allez. Comment fais-tu ce que tu me fais? Si je pouvais te faire cet effet, je te le ferais. Comment fais-tu ce que tu me fais? Oh, je me sens malheureux. Mais si je pouvais te faire cet effet, moi je te le ferais. Quand je te vois, j'ai la chair de poule et mon cœur bat plus fort. Timide comme un pigeon qui roucoule, désespérément je redouble d'efforts. Mais comment fais-tu ce que tu me fais? Si je trouvais, peut-être même que tu m'aimerais autant que je t'aime. Quand je te vois, j'ai la chair de poule et mon cœur bat plus fort. Timide comme un pigeon qui roucoule, désespérément je redouble d'efforts. Mais comment fais-tu ce que tu me fais? Si je trouvais, peut-être même que tu m'aimerais autant que je t'aime, quand je te le ferai. Il y a une des gloires du hit parade actuel qui s'appelle Scarlett et qui a chanté du Claude François pour la première fois et pour son premier disque, je crois. Hein? Eh oh. Oui, oui. Je ne savais pas que c'était quelqu'un que tu parlais. Oui, alors, pourquoi Claude François? Comment ça s'est fait, ça? C'est-à-dire que Claude François a écrit cette chanson avant sa mort avec Jean-Pierre Bourter. Et comme Jean-Pierre Bourter faisait partie de mon équipe, et Paul Lederman qui m'a proposé ce contrat, Jean-Pierre m'a proposé de chanter cette chanson. Ouais. Et j'ai accepté parce que j'aimais beaucoup Claude et il représente... beaucoup pour vous. Bon. Oui, beaucoup. Et vous êtes arrivé d'acheter des disques de lui Ah oui, quand j'étais petite, j'achetais tous ces disques et je trouve que c'est un artiste très généreux qui donnait beaucoup et j'aime les artistes comme lui. Oui. Gérard? Oui, il y a beaucoup de ressemblances entre le début de la carrière de Scarlett et celle de Claude François. D'abord parce que dès le départ, vous chantez et vous dansez. Ah oui. C'est le cas. Il y a la chanson dont on parlait il y a quelques instants, mais il y a aussi une ambition en vous, celle de monter une comédie musicale. Ah oui, oui, j'adore la scène, le spectacle. Donc moi, quand je pense spectacle, je pense chanson, danse. Et évidemment, le sommet, pour moi, ça serait la comédie musicale. Ouais. Oui, pour exprimer quoi comme sentiment? Tous les sentiments. La tendresse, la violence, l'amour, tout. Oui, vous avez des tas de choses à dire, des tas de choses à entrer. Vous attendez qu'on vous propose quelque chose de tangible pour extérioriser tout ça. Vous avez déjà des projets dans ce sens? Mais j'en ai déjà parlé avec Paul Lederman et c'est une chose qui n'est pas du tout... qui n'est pas immédiate, mais ça fait partie de nos projets. Enfin, pour l'instant, le plus grand projet pour moi, c'est bien sûr d'aller sur scène quand j'aurai le matériel nécessaire pour y aller, c'est-à-dire les chansons et... Dans toutes les chansons de Claude François, quelle est celle qui vous plaît le plus et pourquoi? Question facile, mais question qui me paraît intéressante. Celle qui me plaît le plus. Il y en a tellement. Oui, attention à ce que vous allez répondre parce qu'après il va vous demander pourquoi. Non, mais celle qui correspond le plus à vous avec personnage. J'ai pas de titre exact en tête, mais enfin celle où il bougeait beaucoup et où il était la joie de vivre et où il représentait vraiment la force en lui et la gaieté, ce que je suis en fait. Bien, on va écouter votre disque et puis on va vous remercier d'être venu passer ces quelques minutes en notre compagnie. Puis vous pouvez rester d'ailleurs si le cœur vous en dit. Puis si vous avez d'autres choses à dire, on les dira tout à l'heure. Mais là, il va être l'heure de Seiko. Et Seiko, depuis qu'il est à Quartz, c'est un part intransigeant, vous savez. Avant, quand c'était pas à Quartz, ça allait, on pouvait négocier. Maintenant, on peut plus, c'est à Quartz. Enfin, dans la chanson, on parle de courir. Alors, ça devrait aller vite. Take my heart and run. Scarlett.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Bien, Michel Drucker est venu nous rejoindre dans ce studio. Et Michel a bien connu Claude François. C'est un lieu commun, tout ça, mais n'est-ce pas, dans la vie, il y a beaucoup de lieux communs. Puis à partir du moment où on décide, comme ça a été notre cas aujourd'hui, de consacrer 3 heures d'une antenne à se rappeler, mais à se rappeler dans la bonne humeur, bah, il est évident qu'on ne peut pas de temps en temps en évoquer quelques-uns des souvenirs sans faire appel à l'image toute faite. Michel Drucker, vous avez bien connu Claude François. Oui, mais il me faudrait plus de 3 heures pour en parler. Ben, bien sûr. Mais en quelques minutes, difficile de parler de Claude en quelques minutes, vous savez. C'est un personnage multiple. C'est vous qui êtes pressé, pas moi. Ouais. Non, mais il y a aussi d'autres amis autour de cette table qui l'ont bien connu. Bah, moi, j'ai bien connu Claude. J'ai beaucoup aimé, on s'est aussi beaucoup disputé. Mais moi, je voudrais pas en parler de façon triste de Claude. Ben non, mais c'est ce qu'on fait depuis... Parce que Claude, il avait beaucoup d'humour, il aimait rire, et puis il était très lucide. Moi, j'ai eu des rapports très particuliers avec Claude. D'abord, je sais pas si on a été beaucoup dans ce cas. Moi, j'ai eu la chance de voir Claude seul à seul, souvent. Et c'était très difficile de voir Claude seul. Moi, j'ai vu Claude seul à raison de 3 fois par an, une nuit entière ou une journée entière. Et on parlait pas tellement du métier, vous savez, avec Claude. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que il y a déjà quelques mois que Claude n'est plus là. Il est toujours très présent. Il y a 1 an aujourd'hui. Oui. Et il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que il y a toujours eu un malentendu entre l'image de marque de Claude et sa véritable personnalité. Et je sais qu'ici, autour de cette table, je regarde Vline Bugui qui l'a bien connu. Moi, le Claude François que j'ai connu, c'était pas du tout le Claude François des paillettes, des galas, du showbiz. Moi, c'était un autre personnage que j'ai connu, qui était très très lucide. Et la dernière conversation qu'on a eue, une conversation assez longue d'ailleurs, puisqu'il y a une des Claudettes qui est ici, c'était à Lyon. Et on avait rendez-vous avec un journaliste dont je tairai le nom, qui est un journaliste d'une presse d'opinion, une presse engagée, et qui n'avait jamais rencontré Claude François, et qui avait, comme beaucoup de confrères, plein de préjugés, et qui détestait le personnage, visiblement. Qui détestait tout ce que Claude représentait, le système, l'argent, le faux talent, et tout. Parce que vous savez, on dit toujours quand les gens sont morts, qu'est-ce qu'ils étaient fantastiques. Mais il ne faut pas oublier que Claude s'est fait descendre en flammes pendant des années par des journalistes qui en disent beaucoup de bien maintenant et qui l'ont assassiné. Moi qui garde tout par manie, j'ai encore des papiers de certains confrères sur Claude, c'est à tomber par terre, de méchanceté et de manque d'objectivité, parce que par définition, certains journalistes d'opinion ne sont pas objectifs, surtout avec Claude. Et puis, je vais vous raconter une anecdote qui va bien vous montrer qui était Claude François. C'est que ce journaliste, j'avais rendez-vous avec lui à Lyon, et il n'est pas venu par hasard assister à une émission sous la bulle RTL. Il n'est pas venu par hasard le jour où Claude était là. Il était là pour se farcir Claude, entre guillemets, pour lui faire un papier. L'éreinter, quoi. Ah oui, pour l'assassiner. Et il a regardé l'émission, et il est venu me voir. Et il me dit comment vous pouvez supporter un pareil pantin, car c'est vraiment la négation même du talent. J'ai dit écoutez, de 2 choses l'une. Ou vous acceptez de déjeuner avec moi et avec Claude, et vous connaissez le personnage qu'apparemment vous ne connaissez pas, ou vous faites le papier sans le rencontrer, ce que beaucoup de journalistes font, et ça fera un papier de plus qui lui est défavorable. Et il a accepté. Et à la fin du repas, il m'a dit, vraiment, alors si je pouvais retirer tout ce que j'ai pu écrire sur lui, car apparemment j'ai déjeuné avec un autre homme. Car Claude était comme ça. Et Claude l'a retourné, lui a expliqué pourquoi ce métier, pourquoi la foule, pourquoi les fans, pourquoi le rêve, pourquoi le show business, pourquoi son système, et il l'a complètement convaincu. Et quand je dis qu'il y a un malentendu entre ce qu'on a dit et écrit sur Claude et le véritable personnage, c'est que Claude était d'une lucidité totale et il était capable de s'intéresser à des tas de choses qui n'avaient rien à voir avec son métier. Par exemple, Claude est né à Ismaïlia. Bon, Claude a connu cette région du monde à une époque où tout allait bien. Il a quitté cette région du monde avec ses parents, avec une valise à la main. Ça a été écrit 100 fois. Il a connu l'Égypte du canal de Suez, etc. Et Claude avait des opinions. Claude était très sensibilisé au problème du monde arabe. Claude était capable d'avoir des discussions extrêmement sérieuses sur ce métier. Claude lisait l'Observateur, Claude lisait Le Monde, Claude savait ce qui se faisait, il connaissait tout le monde, il savait qui était qui. Il n'était pas uniquement dans sa tour d'ivoire. Alors ça, évidemment, quand on vivait la vie trépidante de Claude, des galas, de cette entreprise, car c'était une entreprise qu'il y avait autour de Claude, on ne voyait pas ce personnage. Mais quand on avait des discussions, Ada et moi, au moulin, en tête-à-tête, après un gala,
car Claude, rentrant de gala, voulait pas se coucher tout de suite, il fallait qu'il fasse un tour dans son jardin pour voir si ses œillets poussaient bien. Eh bien, on avait des conversations extrêmement sérieuses avec lui. Et il y a une chose, au cours de ce déjeuner à Lyon, Claude a fait la démonstration suivante. Il a dit à ce journaliste, écoutez, mon public, c'est 2 générations de gens plus ou moins défavorisés socialement parlant. La clientèle de Claude, il ne faut pas se tromper, c'était pas la clientèle de la salle Pleyel ou des concerts Gaveau. La clientèle de Claude, c'était une clientèle de jeunes. Il ne faut pas oublier qu'en 64, les jeunes filles qui avaient 15 ans sont maintenant des femmes qui ont des filles, qui ont des petits garçons, qui aiment et qui ont découvert Claude François. Il y a donc eu 2 générations. Eh bien, Claude lui a dit, écoutez, vous êtes un journaliste d'opinion. Je dis tout de suite, le journal en question est un journal de gauche. Bon. Et il lui a fait la démonstration suivante. Je trouve insensé que vous puissiez assassiner ce que je fais dans la mesure où ma clientèle, quelle est ma clientèle? C'est pas la clientèle de la Muette, du 16e et des beaux quartiers. Qui allait dans les supermarchés, dans l'Est de la France, dans des régions ouvrières, dans des régions qui souffrent sur un plan social et économique? C'était la clientèle de Claude. Qui allait acheter les disques de Claude? C'était des gens qui étaient des ouvriers, c'était des petites filles qui avaient fait de gros sacrifices pour aller assister à un concert de Claude, pour acheter ses disques. Donc par définition, c'était une clientèle, un électorat qui devait représenter la couleur du journal défendu par ce journaliste. Et il lui a fait toute cette démonstration. Je veux dire que Claude était un gars qui souffrait beaucoup de ne pas être reconnu par une certaine opinion. Et Claude disait, je ne vous demande pas, disait-il au journaliste, de m'aimer et d'aimer mes chansons. Je ne vous demande pas de chantonner et de danser avec moi. Je vous demande simplement de reconnaître objectivement qu'on ne fait pas une carrière de 18 ans et on ne vend pas 25 millions de disques par hasard. Par hasard. Et Claude était très attentif à ça. Il souffrait beaucoup de ne pas être reconnu. Mais c'est pas seulement le phénomène de Claude, c'est un phénomène très français. Je veux dire, il y a des tas de metteurs en scène en France qui défendent un produit de distraction, qui souffrent de ne pas avoir droit au Nouvel Observateur. Bon, eh bien Claude, c'était ça. Et à la fin de sa vie, il était dans une période où il voulait absolument convaincre qu'il méritait autre chose que l'éternel pantin qui défendait des chansons débiles, etc. Parce que c'était pas ça du tout. Je veux dire que Claude c'était un gars qui à mon avis, prenait un virage qui aurait été déterminant pour la suite de sa carrière. Mais cela dit, il m'est difficile de vous en parler en 10 minutes, parce que je pourrais vous parler du Claude de la télévision. On avait signé ensemble, on avait un grand projet d'émission. Quand Claude est mort dans des conditions aussi tragiques, on devait faire 2 ans d'émissions de télévision ensemble, ce que personne ne savait d'ailleurs. On avait décidé de faire des shows ensemble, car on s'était connus avant tout sur des plateaux de télévision. On avait coproduit une émission que Claude avait écrite de toutes pièces, qui était Avec le cœur. Et Claude voulait prendre ce virage. Claude voulait prouver qu'il était autre chose que ce chanteur populaire, mais plus ou moins aimé par certains journalistes, plus ou moins méprisé par d'autres. Il voulait prouver que c'était un homme complet, un homme d'audiovisuel, un présentateur. Claude était un fantastique présentateur de télévision. C'est peut-être le meilleur présentateur que le show business ait connu. Il était capable de faire plein de choses. Il était capable de soutenir des conversations. Moi, j'ai vu Claude un jour avec des hommes politiques leur faire une démonstration absolument éblouissante. Et à la fin du repas, les hommes en question se disaient, mais est-ce que c'est bien le personnage que nous connaissons à travers une certaine presse depuis 15 ans? Claude était un personnage à facettes. Malheureusement, et je le regrette, on n'a connu qu'une seule facette, qui est la facette la plus spectaculaire, qui était la partie immergée du personnage. Mais c'était beaucoup plus que ça. Claude était un type intelligent, cultivé, qui s'intéressait à des tas de choses, qui était très prévenant, qui était bien élevé, qui avait du goût, qui avait du cœur, qui était attentif à tout, qui savait très bien qui était qui. Je préfère vous dire que quand on disait que Claude se levait à 3h de l'après-midi, c'était souvent vrai. Il n'empêche que Claude savait ce qu'il disait sur les radios à 7h du matin. Il l'écoutait, il se faisait enregistrer des cassettes. Il était attentif à tout, il savait tout. Il regardait beaucoup la télé, il savait qui était qui, il savait s'adapter aux circonstances. Je me souviens quand Roland Dordain était directeur de la première chaîne en 1970, et j'ai supplié Roland Dordain, je lui ai dit, écoutez Roland, il y a un type fantastique, il faut qu'il fasse de la télévision autrement que par le biais de la promotion classique. C'est un gars qui peut être producteur. Est-ce que si je vous dépose un projet de coproduction avec Claude, vous êtes d'accord? Il a dit, Claude François, je veux bien, mais est-ce que vous croyez que... Je dis, écoutez, acceptez un déjeuner. Claude est venu en tenue d'énarque, costume de flanelle grise, cravate tricotée, très bien. Et il a fait une démonstration fantastique. Et à la fin du repas, je me souviens, Roland Dordain a dit, c'est vraiment un personnage fantastique, il faut lui signer des shows parce qu'il est capable, je suis sûr, de faire autre chose. Et Claude avait une réserve encore, il avait sous le pied une carrière fantastique, qui commençait peut-être à mon avis, qui était une carrière différente, qui était une carrière d'homme d'audiovisuel, une carrière de présentateur. Il aurait fait une carrière formidable, j'en suis sûr.
Il aurait peut-être fait moins de galas, il aurait peut-être abandonné la presse, il aurait peut-être laissé tomber d'autres choses parce qu'il voulait. Mais ça, on a dû déjà vous le dire parce que ceux qui ont vécu à ses côtés le savaient mieux que moi. Il aurait laissé tomber plein de choses qui lui prenaient beaucoup de temps parce qu'il était attentif à tout. Bon, il aurait peut-être distribué moins de notes de service par le biais du magnétophone, mais il aurait fait autre chose. Il aurait fait autre chose. Mais vous savez, il faut m'arrêter parce que moi, je peux vous en parler 2 jours de Claude. Hein. Bien, en tout cas, c'est gentil à vous d'être venu nous. Je vous dis tout ça en vrac parce qu'on est pris par le temps. Mais si vous voulez, le Claude François, le véritable Claude François, je crois qu'il n'a pas été connu. Et même avec tout ce qui a été écrit sur lui depuis sa mort, je crois que le véritable Claude François, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Et je ne dis pas d'ailleurs que Claude reniait ses 15 années de succès au plus haut niveau et cette clientèle, cette folie dans laquelle il vivait. Pas du tout, parce qu'il aimait ça. Il ne faut pas oublier que si Claude allait sur scène, et c'est pas les Claudettes qui sont ici qui me diront le contraire, parce qu'il était fou de ça. C'était un homme de scène. Il n'aurait jamais pu. Serge Lama dans un autre univers est comme lui. Il n'aurait jamais pu arrêter les galas. Claude, il fallait qu'il soit sur scène pour se démener, chanter, etc. Mais à côté de ça, il y avait quelqu'un de très 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 réfléchi, de très pondéré, qui savait. Claude est le premier à avoir reçu chez lui toutes les cassettes de la chaîne CBS, CBC. Moi, j'ai vu Claude il y a 12 ans, 13 ans, visionner des nuits entières toutes les émissions américaines. C'était le premier. Claude voulait, son rêve un jour, il m'avait dit, tu sais, si un jour je gagne beaucoup d'argent et si je peux garder cet argent, je voudrais être le premier artiste à avoir une chaîne de télévision privée. Il aurait été tout à fait capable d'avoir une chaîne privée, Claude. Tout à fait. C'était un animateur de radio, c'était un animateur de télé, c'était un journaliste, il était capable d'écrire des gags. Je crois que Claude en a pas... il est parti, à mon avis, il nous a quittés trop tôt, complètement méconnu. Michel Drucker, je vous remercie. Comme un enfant qui a perdu son père et qui le cherche en courant sur la terre, j'ai voyagé dans 20 pays et j'ai 20 fois recommencé ma vie. Tous les métiers, je les ai faits, je crois. J'en ai gardé un peu de muscle au bras. Hier encore, un débutant, et tout à coup, au premier rang, je ne me sens jamais chez moi. Toute ma vie, je resterai, je crois, un vagabond qui passe et chante, et qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer. Un vagabond sans importance, et qu'il vaut mieux ne jamais aimer. Je vais dormir quand les autres se lèvent. Je suis un fou qui embrouille ses rêves. Toujours à part, toujours déçu. J'ai cru aimer, je n'ai pas su. Et je me dis que malgré moi, je ne serai toute ma vie, je crois, qu'un vagabond qui passe et chante, et qu'il vaut mieux ne jamais rencontrer. Un vagabond sans importance, un chien perdu et jamais trouvé. Oui, un vagabond sans importance, je suis perdu, laissez-moi passer.
Voilà, c'était Le Vagabond par Claude François. Michel Drucker vous a parlé longuement de Claude François qui était son ami. On va faire un autre retour en arrière. Vous vous souvenez des Gams, il a le truc. Et puis attention, accident sur l'autoroute de l'Ouest, on a une des Gams, Annie Marquand. Alors Annie, tu vas pas me parler du dernier disque de Sheila, parce qu'elle est attachée de presse maintenant, vous savez. Tu vas nous parler un peu de Claude François avec qui tu as fait quelques tournées aussi. Moi, j'ai connu Claude François à ses tout au début, c'est-à-dire à sa première tournée. Et je me souviens très bien de la première fois que je l'ai rencontré, c'était un gala au mois de début juin à Saint-Ouen. C'était une très très grande fête populaire. Ouais. Et on s'est retrouvés dans ce même gala. Et Claude nous a appris qu'on partait en tournée avec lui. Il y avait aussi d'autres vedettes dans ce spectacle. Et le Petit Prince aussi, non? Non, c'était plus tard. C'était plus tard. Ah, oui. Non, Claude était la vedette américaine et Sylvie Vartan était la vedette de ce spectacle. Ouais. C'était vraiment yéyé tout ça, hein? C'était très très yéyé. Ouais. Et nous, bien ma foi, on était vraiment levés de rideau, on chantait 3 chansons. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et il était à la fois gentil et désagréable. Oui. C'est-à-dire que... Alors gentil, je comprends, mais désagréable alors. C'est-à-dire qu'il a dit, ouais, c'est pas mal, vous avez un tube, c'est bien, mais sur scène, vraiment, c'est pas terrible. Alors, on dit, pour qui il se prend celui-là? Bon, et en plus, on était fans. C'est-à-dire que... On était 4 filles qui n'avions pas pour idole, mais enfin, on l'aimait beaucoup. Alors, on dit quand même, si c'est comme ça pendant 2 mois et demi, ça peut être très, très sympathique. Et en fait, on est devenus très, très amis. Et pendant 2 ans de tournée, amicalement, parce qu'à l'époque, évidemment, il avait un orchestre, il dansait seul, il n'avait pas de danseuse, il n'avait pas de chœur, de choriste. Mais tout ce qui est arrivé très rapidement, par la suite, il y pensait et il nous en parlait tout le jour. C'est-à-dire qu'il était... en admiration tout ce qui était américain. Il n'arrêtait pas de nous, vraiment, toute la journée, nous dire, voilà, les Américains, ils font comme ça, puis les filles qui chantent, elles font comme ça, et puis comme ça, on disait, bon, mais écoute, nous, on n'est pas en Amérique, on n'y a jamais mis les pieds, et, bon, oui, mais vous devriez chanter comme ça. Bon, d'accord, on va essayer. Et puis, on est devenus très, très amis, et amicalement, on a commencé à lui faire des chœurs. En fait, on n'était pas obligés, on n'était pas ses choristes. Et un soir, on répétait. Alors, il voulait toujours nous faire répéter. Il disait toujours, bon, rendez-vous à 5h dans telle ville, et on répète. Bon, puis il venait jamais. C'est-à-dire qu'il était toujours en retard. Alors nous, on l'attendait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon. Et il vous téléphonait non, parce que là, on était sur la route, donc il ne pouvait pas nous téléphoner. Ouais. Et il était relativement en retard parce que, comme c'était à tous ses débuts, il avait une très vieille voiture américaine. Je ne me souviens plus la marque, mais c'était vraiment une très vieille voiture américaine. Thunderbird, c'est ça. Ouais. Et elle tombait souvent en panne. Alors évidemment, c'était jamais de sa faute. Une fois, c'était le réservoir, une fois, c'était autre chose. Et bon, il n'arrivait pas. Voilà. Et quelquefois, nous, on devait impérativement être là à l'heure, puisqu'on démarrait le spectacle, donc on ne pouvait pas se permettre. Et quelquefois, quand on était très gentille, il nous autorisait à monter avec lui dans la voiture. C'était un tour de rôle. Alors évidemment, quand il était en retard, tout le spectacle était en retard, alors on n'arrêtait pas de se faire engueuler par tout le monde. Et on a pris l'habitude de chanter avec lui amicalement dans les coulisses. Puis c'est devenu une habitude, et c'est devenu... Bon, c'était un plaisir de toute façon, mais... Quelquefois, il nous traitait vraiment comme ses choristes. Comme des moins que rien. Alors, non, pas ça. Non, comme ses choristes. Alors, on n'aimait pas. On disait, mais écoute, nous, on veut bien répéter. Tu nous dis que c'est pas bien, mais on veut bien répéter. Mais sois là pour répéter, puisque tu n'es pas là. Alors, ça a été 2 ans d'amitié, de coups de gueule, et puis... De coups de gueule. Il y avait des tas de choses personnelles qui s'est passées entre lui et notre groupe et tout. Et il y avait vraiment des coups de gueule. Mais ça a été une amitié très, très solide, puisque quand on a arrêté de chanter... une année ou 2 après, un jour, je reçois un coup de fil de Claude me demandant de venir le voir. Alors, et il me dit, écoute, j'aimerais bien que... J'étais donc venue attachée de presse. Il me dit, écoute, j'aimerais bien... Ça serait normal que tu t'occupes de moi et que tu travailles avec moi. Alors, je dis, mais oui, mais tu sais, Claude, t'as un caractère quand même qui est dur. Moi, je sais pas, je garde l'image de toi, de ces 2 années ou 3 années où on a travaillé ensemble tellement fantastique, parce que on avait oublié c'était pas les mauvais côtés, mais si vous voulez, le côté très, très tyrannique, le côté dur, parfois blessant qu'il pouvait avoir sur scène, parce que quand ça le prenait, il engueulait tout le monde sur scène. Alors bon, on avait envie de sortir de scène, alors on le plantait là. Et puis il n'avait plus de cœur, évidemment, parce qu'au micro, devant tout le monde, il nous insultait. On avait l'habitude, ça nous amusait, mais de temps en temps, on le prenait mal, alors on partait. Et je lui dis, non, moi, j'ai pas envie. Mais si, je t'assure, j'ai beaucoup changé. Je suis plus du tout comme avant, je t'assure. Et je dis, mais non, mais écoute, quand il va y avoir les vacances, je pourrais pas partir en vacances, je pourrais pas faire ceci. Non, je préfère te voir comme ça, j'ai pas tellement envie de travailler avec toi. Et il y a eu quelqu'un qui était à côté, qui a eu une phrase merveilleuse, m'a dit, mais tu sais, il a beaucoup changé, parce que maintenant, il comprend même que le 1er mai, on travaille pas. Alors j'ai dit, bon,
bon, alors, puisque c'est comme ça, je ne travaillerai pas, parce que s'il n'y a que le 1er mai, non. Et à chaque fois qu'on s'est rencontrés par la suite, c'était toujours, tu vois, hein, je ne dirais pas les qualificatifs, mais tu vois, tu viens pas travailler avec moi, mais je suis sûre qu'un jour on travaillera ensemble. Et ça aurait pu être possible parce que je l'adorais de toute façon. Eh ben, merci beaucoup, Madame Marquand. Merci. Je sais que vous n'aviez pas tellement envie de courser dans le poste, mais vous l'avez fait quand même. Non, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de lui d'une manière tellement formidable et émouvante que c'est toujours difficile de... Tout le monde en parle avec le cœur, comme, oui, bien sûr. Comme dirait une bien chanson. Sûr. Merci en tout cas, Annie. Et puis pour le disque de Sheila, on se rappelle, hein. Mais Sheila va venir parler de Claude parce que je sais qu'elle l'aimait beaucoup. Ouais, je sais. Merci beaucoup, Annie. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Gérard? Dis-moi tout. Un numéro de téléphone, un téléphone qui pleure. Claude François et Frédéric. C'est la fille de M. Barkov, hein? Ah, je sais pas. Si, fantastique. Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, mais il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, réponds que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont seuls de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y as été, toi, Sainte-Mathilde? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu, moi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Pourquoi? Oh, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Et le téléphone pleure, non, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Dis, écoute-moi, oui, le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un bras. Redis, mais retiens-la. Mais elle s'en va. Allons, insiste. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petit. Vous vous souvenez de cette fois où vous lui avez amené cette chanson? Oh non, j'ai passé ma vie avec lui. J'ai passé des années somptueuses avec lui. Je vous signale au passage qu'il est d'origine
Mais c'est un détail. Calabraise. Il n'y a pas de détail concernant Cogoni, je comprends. Oui, c'est vrai. Non, Michel est un Calabrais. Sa mère est calabraise, ma mère est calabraise, je suis moitié calabrais. C'est des espèces de liens ridicules qui font des grandes situations. Et Michel et moi, on s'est adorés de la première seconde où on s'est rencontrés. On s'est heurtés, on s'est pratiquement, on s'est agressés l'un à l'autre dès la première seconde et par la suite, on s'est adorés. Je crois que tous les gens de radio, même tous les gens de ce métier tout court, lui doivent à peu près tout, non? De toute façon, je ne serais pas là pour contester cela. Je veux dire, c'est facile pour moi de dire des choses dans son sens, mais... Non, mais essayez d'oublier... Vous savez ce que je me dis concernant Cogoni régulièrement? Ça peut paraître ridicule, je suis dans une voiture, je conduis, car je conduis toujours. Dans la nuit, dans la journée, je suis seul, parce que quand on conduit, on est seul. Ce n'est pas le seul cas, mais un des cas où on est seul quand on existe. Et je conduis, et puis les gens s'endorment. Vous savez ce que c'est? On s'endort quand les autres ne font rien à côté. Et je me dis, Michel, je pense à toi. Ça a l'air tout bête, et j'ai l'impression d'être le seul au monde à lui dire ça. Et ça m'arrive souvent. La mort, ça n'existe pas, finalement. Il n'y a que ça d'important. Tout le reste, c'est une ridicule mascarade. C'est quoi le reste? C'est rien. La mort, c'est rien, alors? La mort, c'est tout. La mort, c'est la fin. Quelle est la différence entre tout et rien à propos de la mort, alors? C'est-à-dire que la mort, c'est strictement tout, et tout ce qui ne concerne pas la mort, c'est rien. On est, on ne sait pas pourquoi... On se développe, on ne sait pas pourquoi. On existe, on ne sait pas pourquoi. Mais quand on meurt, on sait pourquoi. Vous croyez vraiment que Cogoni, quand il s'est tué à Cannes, le 9 août d'une certaine année 70, il savait pourquoi? Non. Cogoni, il est mort pour rien. Il n'a jamais su pourquoi. Il était bourré ce soir-là, une fois de plus, pour des tas de raisons qu'on ne peut pas définir. Et qui ne regarde que lui. Hein, et qui ne regarde que lui. Il était endormi. Il s'est endormi, du moins, sur le volant. Il a eu un accident. Il est mort sur le coup. Grand bien lui fasse. Il est mort. On pourrait presque se permettre le luxe de lui en vouloir, parce qu'on a resté, j'ose espérer que je n'étais pas le seul, des tas de gens à lui reprocher d'avoir disparu en nous laissant seuls, comme ça. Il a fait des chansons aussi, vous savez. Vous voulez qu'on en écoute une? Oh, avec plaisir, mais je veux dire, c'est presque un détail, les chansons qu'il a faites. Le personnage était tellement magnifique et immense que les chansons, c'est rien. Oui, enfin, il n'y a que ça en radio. Non, mais je veux dire, avec plaisir, bien sûr. La radio est tellement limitative, vous savez. On lui attribue beaucoup de qualités, beaucoup de pouvoir, de persuasion. Mais en fait, elle est tellement humble et limitative. Hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute? Ce que vous voulez. Va savoir, vous voulez qu'on écoute Va savoir? Si vous voulez. C'est une chanson que lui avait écrite Beko et Vidal, je crois. Va savoir à quoi ça peut servir d'être un homme. Va savoir à quoi ça peut servir d'être fort, d'être dur, quand l'amour, le vrai, le seul, le grand, t'abandonne. T'es puni comme un enfant, le nez au mur. Va savoir pourquoi je n'ai pas su comment faire. Va savoir pourquoi je n'ai rien su trouver. Rien que des mots, des pleurniches et des bouts de prière. Chaque mot, c'était un peu d'amour en moins. Car les mots, les grands mots, c'est les mots, et les mots, c'est minable. Je t'aimais, tu m'aimais, on s'aimait, lamentable. T'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas, t'es ma femme. Souviens-toi, souviens-toi
Souviens-toi, t'es ma femme à moi. À moi, va savoir si je n'aurais pas dû, la mignonne, la cogner et lui faire du mal. Là, va savoir, elle croit peut-être que c'est ça, être un homme. Si c'est vrai, d'accord, je l'ai compris, trop tard. Si c'est vrai, d'accord, je l'ai compris, trop tard. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Voilà, on va aller très vite parce que le temps nous presse. Que le temps, un jour comme aujourd'hui, c'est drôlement important. Alors, Chèque est avec nous maintenant, Gérard. Oui, Patricia. il est là, accompagné de Jean-Pierre. Et ils vont chanter une chanson de Claude dans sa version anglaise, puisque c'est Claude François qui a créé l'original. Oui, c'est vrai. Alors, je crois que tout le monde pense à un titre particulier, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Pourquoi la My chanter Way. en anglais? Parce que je connais ces chansons avant de connaître Claude. Je ne connais pas des chanteurs américains, anglais. Et quand je suis arrivé, je ne savais pas que c'est Claude qui a écrit ces chansons. Mais quand on a fait un tournée l'été 1977 ensemble, vous étiez j'ai bien en écouté dehors ces du chansons reste. et elle me dit que c'est Claude qui l'a chanté. Ah ouais. Mais Bien, j'aime beaucoup ces chansons quand même. Vous allez vous préparer, accompagné par Jean-Pierre, je le rappelle, et chanter comme d'habitude, qui est devenu par la magie de Paul Anka, My Way. And now, end is near, and so I face the final curtain. My friend, I've said it clear, I've stated my case, of which I'm certain. I live a life that full, I travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it true, without exemption. I planned each charted course, each careful steps along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there was time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it all and spit it out. I fed it all and after dawn and did it my I love and cry, I had my share,
my share of losing. And now, perhaps just upside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing we truly feel. In other words, or the one who knew the record show, I took a blow and did it C'était donc Sheik qui chantait My Way. Moi, il y a une chose qui me gêne quand même concernant Paul Anka, dont Gérard parlait tout à l'heure. D'abord, Paul Anka n'est pas le créateur de la version anglaise. Et puis, je me demande si quelqu'un dans ce métier aura le courage, parce qu'il est gentil, Paul. Tu sais, tu le connais un peu? Un petit peu, non, mais je voudrais savoir ce que tu vas dire. J'attends avec impatience ce que tu vas dire, parce que j'ai certain que c'est Paul Anka qui a écrit les paroles anglaises de la chanson. Oui, et c'est ce que Paul Anka croit. Il croit qu'il a écrit non seulement les paroles anglaises, mais il croit qu'il a aussi écrit la musique. Alors, bon oui. Oui, donc en français c'est Claude François. Voilà. Mais en anglais. En anglais, il a fait le texte anglais, Paul Anka. Oui. Mais il n'y a que sa signature sur la pochette du disque quand il. Non, c'est Gilles Thibault et Claude François qui avaient écrit le texte en français, comme d'habitude. C'est exact. Moi, je me souviens avoir apporté à Claude Séveline lui. Oui, allez-y. Excusez-moi. Non, mais vous avez raison. raison. La parole, mais il s'agit de Claude, alors j'ai toujours envie de prendre la parole. Allez-y. Je me souviens, c'était peu de temps avant que nous ne travaillions plus ensemble. Et Revaux, qui était un petit compositeur timide à l'époque, m'avait apporté un souple de cette chanson. Ouais. Et le pont n'était pas fait comme ça, mais tout le début était comme ça. Bon. Moi, j'avais trouvé ça formidable. Et dans le bureau du directeur artistique de Claude chez Philips, de Jean-Jacques Tilquet, il y avait, comme toujours, réunis Tilquet, Lederman, Claude et moi-même. Ouais. Et quand, après avoir écouté des adaptations qui arrivaient, évidemment, avec des orchestrations formidables et très bien finies, j'ai sorti la petite maquette timide de Revaux. Ouais. Lederman, je me souviens toujours, je lui en veux, s'est levé et est venu vers moi et dit « Ah, bravo !» Il dit « Bravo !» Eh bien, ce bravo, ça a fait qu'on s'est séparés entre-temps et que Claude a gardé ce souple, a dû l'écouter chez lui dans sa baignoire ou dans sa salle de bain, dans son cabinet de toilette, dans sa chambre, dans n'importe quoi, puisqu'il était toujours là-bas. D'ailleurs, il y a aimant. Et a dû écouter cette chanson et a dû composer le pont parce qu'il n'aimait pas le pont. Dès la première écoute, il a dit « C'est pas mal, mais le pont n'est pas exactement ce qu'on voudrait. » Alors, il a changé le pont chez lui. Il a fait venir Revaux après. Ils en ont fait un succès international. Alors, bravo, monsieur Lederman. Oui, je vous dis, elle n'est pas là aujourd'hui. Il n'est plus là parce qu'il... Non, ce que je voulais dire surtout, c'est que Paul Anka signe tout seul la chanson sur la pochette de son disque. Il y a marqué My Way, en dessous il y a marqué P. Anka. Voilà. Il y a une chanson. Alors, je trouve que quelqu'un devrait avoir un jour le courage de lui dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a écrit la musique. Mais c'est bien, tu l'as fait. Oui, mais attends, tu peux pousser un peu la module pour qu'il entende. Merci. Parce que Andorre, ça porte loin, mais peut-être pas. Bon, écoute, il nous reste très peu de temps, on a encore des invités. On va écouter une chanson. Merci encore à Sheik d'avoir fait l'effort de venir, parce qu'il rentre de voyage aujourd'hui ou hier, je crois. Il vient toujours de loin, Sheik, de toute façon. Et il est venu pour nous chanter cette petite chanson en l'honneur de Claude François. Alors, encore merci. Ça mérite un bravo, d'ailleurs. Bravo! Et nous applaudirons, après l'avoir écouté, Chris Bénard qui chante maintenant Le Mal Aimé. Je vais essayer, quoi.
J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? J'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Car je suis mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Oui, je suis mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Oh oui, je suis le mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? On l'écoutait et on ne s'attendait pas à une fin si brutale. Oui, parce que je savais pas, j'ai pas trouvé les accords de la fin, je sais pas comment il fait. J'ai écouté le disque et j'ai repris les accords sur le disque. Voilà, c'était donc Chris Bénard qui chantait Le Mal Aimé. Maintenant, j'aimerais vous parler du concours que nous avons organisé à l'occasion d'aujourd'hui. Depuis quelques jours, Max Lafontaine, dans son émission du matin, vous pose 6 questions sur Claude François, sur l'homme, sur sa carrière. Et vous aviez jusqu'à hier midi le cachet de la Poste faisant foi pour y répondre. Alors moi, je vais vous donner les réponses. Et demain matin, sur le coup de 10h, 10h30, dans l'émission de Max Lafontaine, vous connaîtrez le nom des gagnants. Première question. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer avec Chek, avec Dany, avec Geneviève Leroy qui sont avec nous, avec Chris Bénard et Patricia, voir ceux ou celles qui peuvent répondre aux questions. Relativement facile. Alors, on va commencer avec Chek. Chek, Claude François a chanté au moins 3 fois en duo sur disque. Donnez-nous les 3 prénoms de celles qui l'ont accompagné. Dany C, alors réponds. Oh là là. Bien, il y a Martine Clémenceau, oui. Kathleen et la petite fille de Nicole Gruyé, sa secrétaire, Frédéric. D'accord. Seconde question. Je vais à Rio est la version française d'un succès étranger. Lequel et qui l'a interprété? Là, 2 réponses. Alors là, c'est le trou complet, là. Comment s'appelle-t-il? Je connais que ça. I Go to Rio, mais... Peter Allen. Voilà, I Go to Rio, Peter Allen. Troisième question. Claude François a chanté une chanson composée par Patrick Juvet. Laquelle? Le lundi au soleil. Gagné. Ensuite, Claude François a tourné dans un seul film. Lequel? Drôle de zèbre. Voilà. Une dernière question. Quel est le titre de l'émission que Claude François a produit avec Michel Drucker? Il l'a dit. Avec le voilà. cœur. Ah non, il y en a une autre. Quelle fleur Claude François faisait-il changer tous les 2 jours sur son bureau? Une rose. Une rose. Donc, si vous avez répondu à toutes ces questions, certainement, votre nom demain à l'antenne est pour vous 2 coffrets. On va demander à Robert Miraz de venir nous rejoindre en vitesse, de s'installer pour chanter une dernière chanson du répertoire de Claude François. Il n'a pas choisi une chanson dans le répertoire nouveau. Il a choisi Donna Donna Donado, une chanson qui a été écrite par Vline Buggy. Donna Donna, Robert Miraz. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand,
bercer. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu n'étais qu'un enfant. Puis il a grandi, puis il est parti, et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu n'étais qu'un enfant. Parfois je pense à ce petit garçon que j'étais. Robert, pourquoi Donna Donna? Ben pourquoi Donna Donna? Parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, que je ressens particulièrement, et puis c'est une chose vraie, quoi. Tu sais, on a tous eu ce moment, et je crois que c'est ce qui arrive à tout le monde, quoi, quand on part de la maison. Moi, je voudrais revenir vers Dany, vers les Claudettes. Ah oui, ça va être des questions toujours plus terre à terre, plus techniques. J'aimerais savoir qui choisissait les costumes. C'était Claude qui les créait. Qui les dessinait aussi. Qui les dessinait, oui, oui. Et il n'y avait aucun problème quelquefois entre vous vous acceptez tous les... Non, il a eu des problèmes il y a très longtemps, quand il a commencé à vouloir faire porter des bikinis aux Claudettes. Au départ, parce qu'au départ, elles portaient des tuniques ou des pantalons, et la fois où il a décidé de leur faire porter des bikinis, il a eu quelques petits problèmes, et puis quand qu'elles ont accepté, bien sûr, parce que de toute façon, c'était lui qui décidait. Et puis quand elles sont passées sur scène et qu'elles ont eu le succès qu'elles ont eu depuis, tout le monde l'a remercié d'avoir eu cette idée. Mais sinon, il n'y a jamais eu de problème, parce que je pense qu'il avait très très bon goût, et de ce côté-là, enfin moi je le suivais les yeux fermés. À un moment donné, Claude François avait 2 danseuses noires et 2 danseuses blanches. Est-ce que ce n'était pas sa manière à lui de lutter contre le racisme? Je sais pas, là, franchement, je sais pas. Non, je crois que c'était parce qu'il voulait que la femme soit représentée sur scène avec lui, parce qu'il adorait les femmes, et que la femme soit représentée, et puis que, en fait, comme il voulait qu'il y en ait pour tous les goûts, que tout le monde puisse choisir, en fait. Quand Claude François nous dit « Viens à la maison », qu'est-ce qu'on est sûr d'y trouver? Des cigares, parce qu'il fait la collection, du bon vin. Ah, du bon vin, ça c'est sûr, oui. Il avait une cave fabuleuse, dont il était très très fier. Et la maison, c'est danois. La maison, je crois que c'est danois, oui. On va terminer côté disque Claude François avec cette chanson. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent.
Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, tu vas renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Oh, les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps. Claude François vient à la maison, il y a le printemps qui chante. Je crois qu'on pourrait dire ce qui s'est passé à propos de la statue de Claude François. Il aura une statue, n'est-ce pas? Oui, il aura une statue en marbre rose qui était le matériau qu'il aimait par-dessus tout. C'est Geneviève Leroy. Et je tiens à dire que cette statue est offerte par une fan qui, sur sa cassette personnelle, a prélevé de quoi payer cette statue qui sera inaugurée, qui est inaugurée aujourd'hui, 11 mars. Geneviève, vous qui présidez aux destinées rédactionnelles d'un journal pour les jeunes, il y a combien de temps que vous êtes rédactrice en chef de Podium? 5 ans. Il y a 5 ans. Bon, est-ce que les idoles existent toujours? Les idoles, oui, mais comme Claude, je pense pas, non. Je pense que c'est une époque qui est passée. Je crois que la dernière idole, c'était Claude. L'idole au sens où vous l'entendez, là, enfin la véritable idole. Il y a encore des vedettes, mais je crois qu'il n'y a plus d'idole comme Claude. Est-ce qu'il y a encore des stars? Est-ce que le star et idole, c'est la même chose? Non, je ne pense pas que ce soit tout à fait pareil. Il y a certainement des stars, mais Claude était à la fois une star et une idole. C'était à la fois une star, c'était une idole. C'était un homme. C'était un homme d'affaires, ou c'était un homme tout court, bien sûr. S'il fallait que je vous demande à l'une et à l'autre, à Dany ou à vous-même, quel est le souvenir le plus émouvant que vous conservez de lui? D'abord, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est des magots, simplement parce qu'on a passé l'après-midi en sa compagnie, et c'est une manière comme une autre de le retrouver aussi à travers ces souvenirs-là. Eh bien, vous me répondriez quoi? Quel est le souvenir que vous n'oublierez pas? Il y en a un, sûrement, je pense. Moi, je pense que d'une manière générale, c'est sa générosité, que peu de gens peut-être ont perçu, et sa générosité et sa sincérité également. Claude François était un être pudique? Très, oui. Extrêmement. Oui. Dany? Oui, je disais très pudique. Très pudique. Il n'aimait pas qu'on sache qui il était en réalité. Il jouait un personnage tout le temps. Tout à l'heure, il nous disait dans l'extrait d'interview que non, mais vous êtes persuadé que oui. Il se camouflait derrière son... Ah oui, oui. Ah oui. Oui. Absolument. Est-ce qu'il continue à recevoir des lettres? Oui, bien sûr. Est-ce que le journal dont vous vous occupez lui restera fidèle jusqu'à sa dernière parution? Ah ben, bien sûr, je pense que c'est la moindre des choses et qu'on lui doit bien ça. Oui. Est-ce qu'il approuverait tous les articles que vous faites encore?
Est-ce que vous... Non, attendez, je vous pose la question différemment parce qu'elle est un peu bête, ma question. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Hein. Oui, reconnaissez, cher ami. Je reconnais. Je reconnais que j'ai posé une question stupide, Gérard. Et recommencer. Je peux recommencer? Vous pouvez. Merci, monsieur Laurent. Bien. Est-ce que, avant d'écrire un article, c'est ça que j'aurais dû vous demander finalement, avant d'écrire un article, vous demandez-vous si il aurait aimé? Écoutez, ça va peut-être pas jusque-là à chaque article, mais disons que de toute façon, je m'efforce de faire le journal, de continuer le journal tel qu'il l'aurait souhaité. Donc, forcément, à chaque article, tout ce que je mets dans le journal est quand même fait dans une continuité. Et je pense qu'il serait content. Et les lecteurs, d'ailleurs, certainement ressentent ça, puisque le journal va très bien. Et je pense que s'il avait eu un changement, les lecteurs y auraient été sensibles et n'auraient pas vraiment apprécié. Claude Carrère s'intéresse-t-il à Podium? Bien sûr, il s'y intéresse puisqu'il en est le propriétaire. Mais toujours dans l'esprit de Claude François, fondateur. Il a tenu d'ailleurs à ce que ce soit mis en évidence dans le générique, car c'est très important pour lui, comme pour nous tous. Mais il ne se mêle pas du contenu. Il vous en laisse l'entière responsabilité. Oh, nous avons un dialogue permanent. Facile. Oui, enfin, bien sûr. C'est quand même normal, mais on a un dialogue très très facile et on n'a absolument aucun problème pour se mettre d'accord. Claudine... Dany. Non, j'ai décidé de l'appeler Claudine, j'ai le droit, non? Pas possible. Ça vous dérange que je vous appelle Claudine? Non, pas trop. Dany ou Claudine. Tant que c'est pas Augustine. Non, mais c'est une Claudette. Bon, alors, Dany, les Claudettes, on disait, ça durera pas. Ça dure? Pour l'instant, ça dure. Oui, effectivement, tout le monde a dit ça durera pas. Parce que, les Claudettes, c'était Claude François avant tout. C'est toujours Claude François avant tout, en fait. Et nous, personnellement, on aimerait bien montrer aux gens qu'on peut faire autre chose que danser derrière un chanteur. Et je ne sais pas si on y arrivera, j'espère. En tout cas, vous tenez bon, et toutes les quatre. On tient bon toutes les quatre, oui. Oh, puis, je sais pas, c'est surtout... sentimentalement, en fait, parce que quand Claude est mort, je veux dire, personne n'a pensé à continuer quoi que ce soit. Il y a eu un grand trou, un grand vide. Et puis au bout de 2 mois, ce qui nous a manqué beaucoup, ça a été la scène. Parce que la scène avec Claude, c'était quand même quelque chose. Et je veux dire, tout le monde s'est demandé pourquoi on dansait pas derrière un autre chanteur ou quoi que ce soit. Mais je crois que c'est parce qu'on retrouvera jamais l'ambiance qu'il y avait sur scène avec Claude, de toute façon. Donc ça nous intéresse pas. Merci beaucoup. Gérard, le générique de cet après-midi. Oui, on peut remercier d'abord tous ceux qui sont venus nous rendre visite, que ce soit Geneviève Leroy, Dany, que ce soit Vline Bugui, que ce soit Sheik, il y avait aussi Michel Drucker, et puis nous n'oublierons pas aussi la présence de Scarlett. On va remercier aussi tous les jeunes qui ont participé à l'émission, ceux qui sont venus chanter. Par exemple, Alain Sapiens, Chris Bénard. Robert Miras. Voilà. Qui revient la semaine prochaine avec des chansons à lui. Et puis, on va aussi remercier Alphonse Lacoste pour avoir réalisé cette émission durant ces 3 heures. Et puis moi, je voudrais qu'on se quitte avec Claude François. Claude François, on arrive à la fin de cette émission. Et comme à tout le monde, ou presque à tout le monde, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé au cours de cette émission, qui s'appelle Contact, et que tu voudrais aborder? Je crois qu'on les a tous abordés. Le sujet principal pour moi, c'était la mort. On l'a abordé très rapidement, mais... Tu veux en dire autre chose? Oh non, pour moi, c'est le désespoir, parce que je suis absolument pas croyant, parce que j'ai l'impression qu'on naît, qu'on vit, qu'on se développe, qu'on vieillit, qu'on se flétrit et qu'on disparaît pour pas grand-chose. C'est ça qui me désespère, mais le reste, tout n'est que vraiment que détail. La politique surtout, en premier lieu. Tiens, tu permets que je te pose une question personnelle? Oh, si tu veux. L'arbre de Noël chez Giscard d'Estaing, ça t'a fait du tort ou pas? Je veux dire, 1, je me suis pas posé la question. 2, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais surtout, 3e, c'est le plus important. Oui. S'il y a un président communiste ou un président de tout ce que tu veux, je viendrai toujours chanter. Je ne chante pas pour un président, je chante pour les Français. Qu'il soit de tendance X, Y ou Z, de gauche, de droite, de centre, d'entre les deux. T'avais un cachet ce jour-là? Hein? T'avais un cachet? Ah, ça c'est une question importante. Une boîte en argent. Et je vais te dire, je m'y connais. Entre ce que j'ai payé à ma troupe et ce que j'ai eu en boîte en argent, j'ai dû perdre beaucoup d'argent, mais peu importe.
Claude, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes qui se sont étalées sur pas mal de temps, sur nos 428 mètres ronds de moyenne. L'émission s'appelle Contact. J'ai été content de t'y accueillir dans ce Tiffany's. Face à la mer et face au jour qui se lève aussi. Tu vas reprendre ta tournée, tu vas reprendre tes galas. Un jour à gauche, tu vas en Espagne, je crois. Ouais, j'y vais tout de suite. Tu t'exportes. Bon, si peu. Merci en tout cas de cet entretien intéressant et puis à très bientôt, j'espère. Je t'en prie, que j'étais ravi d'être là. Et j'avoue qu'au hasard de la situation, on m'a dit tu en as pour 5 ou 10 minutes, je ne sais pas combien de temps on a passé, mais on a passé beaucoup de temps. Oui. Mais à aucun moment je n'ai ressenti le poids du temps qui passait. Et je me serais retrouvé volontiers quelques temps de plus avec toi. Les micros, ça bouffe du temps, c'est bien. Comme tu dis. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.